Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot. Ils avaient décidé de ne plus venir dans la tanière. Idriss Carlos Kameni, Jean-Armel Kanabiyik, Alan Nyom, pour ne citer que ceux-là, seront bel et bien de retour. Ils ont été convoqués par Alexandre Belinga, le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale de football fanion du Cameroun, qui a rendu public sa liste lors d'une conférence de presse ce jour du côté de Yaoundé. Mais ce n'est pas une grosse surprise, selon l'analyse de certains entraîneurs de football, au vu de la rencontre récente du côté de l'Europe entre le président du comité de nomination de la FECAFOOT, Maître Dieudonné Api, et ses joueurs qui avaient dit non à la sélection pour des problèmes extrasportifs. Nous allons analyser, décrypter pour tenter de comprendre pourquoi de ce choix d'Alexandre Belinga, qui simplement, a-t-il dit en conférence de presse ce jour, a simplement répondu aux démarches qui avaient déjà été entreprises par les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, puisque, dit-il, la sélection est ouverte à tous les joueurs camerounais qui sont encore en activité. Nous ferons également le point sur la 7e journée du championnat Elite One qui s'est disputée entièrement dimanche. L'Union sportive de Douala, New Star de Douala et l'Unisport du Honkam sont tombés, alors que Coton Sport de Garoua et Futur Football Club de Bandioun se sont rassurés en rapportant le match de la 7e journée de ce championnat Elite One. Voilà l'essentiel du menu de cette édition de 100% Foot avec nos invités ce soir. Christian Bongo, bonsoir. Ouais, bonsoir Sylvestre et bonsoir à mon panéliste que vous allez présenter tout à l'heure. Je suis très ravi d'être là et surtout à chaque fois qu'il faut parler de sport et spécialement de football, je vais toujours répondre présent. Et vous êtes un acteur bien trempé dans le football puisque vous êtes intermédiaire de joueurs. Précédemment, ça s'appelait agent de joueurs, mais la FIFA a revu le jargon en la matière. Et vous tombez à pic puisque la plupart de ces joueurs qui sont appelés dans cette liste par Alexandre Belinga, certains d'entre eux, je ne vais pas dire la plupart, certains d'entre eux sont quand même passés par votre moule. On aura l'occasion d'en parler ce soir. Mais d'abord, d'entrée de jeu, comment interprétez-vous ce retour de ces cadres? Parce que c'était des cadres hier qui avaient décidé de ne plus venir dans la tanière, précisément pour des problèmes extrasportifs. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et j'ai toujours été de ceux qui ont dit depuis des années que l'équipe nationale n'a pas besoin d'exclusion. Donc, je ne comprenais pas pourquoi des Camerounais qui sont compétitifs partout en Europe peuvent être de fait exclus, n'est-ce pas, d'avoir la possibilité, n'est-ce pas, de défendre les couleurs de leur pays, de porter le maillot de leur pays. Moi, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir fait entendre à ceux-là qu'effectivement, ils ont également cette possibilité-là. Ils sont aimés des Camerounais, ils peuvent revenir. Et le pas qu'a fait le comité de normalisation, dans ce sens-là, j'espère que ce comité va approfondir parce qu'il y a d'autres encore qu'il faudra intéresser comme Nicolas Nkolo, comme Joël Matip, il y en a d'autres qu'il faudra intéresser et de leur dire que le Cameroun c'est leur pays et les portes les sont ouvertes. Je tire le chapeau à M. Belinga d'avoir convoqué ces joueurs-là et je pense que vu de cette manière, la refondation même de notre équipe nationale est bien en marche parce qu'il faut que cessent dans cette équipe les divisions, les clientélismes, les clans et lorsque nous aurons aplanir ces divergences-là et que tous les joueurs camerounais se sentiront concernés par cette équipe nationale, je pense que nous allons bâtir une bonne équipe nationale pour les prochains défis à venir. Bertrand Doron vous retrouve dans le milieu des techniciens de football dans l'administration de cette discipline sportive. Bonsoir et merci d'être en plateau ce soir. Oui, bonsoir Sylvestre, bonsoir Christian, bonsoir à tous nos téléspectateurs et surtout d'Equinox, ceux qui sont hors de nos frontières, qui nous regardent par internet et qui me connaissent très bien. Moi je suis très content d'être sur ce plateau pour pouvoir apporter un petit quelque chose dans mes connaissances de football. Votre base, c'est en Turquie. De nombreux joueurs du championnat de Turquie sont dans la liste d'Alexandre Belinga. Vous côtoyez certains d'entre eux. Jean-Armel Kanabiyik, par exemple, qui joue en première division du côté de la Turquie, qui avait décidé de ne plus venir dans la tanière parce qu'il avait été recalé pour la Coupe du Monde au Brésil 2014. Il avait été très mécontent, affirmant qu'il y a des choses pas bien du tout dans la gestion de cette équipe nationale de football du Cameroun. Est-ce que vous l'avez souvent rencontré en Turquie? Vous avez discuté avec lui? Est-ce que vous avez senti à un moment donné qu'il souhaitait revenir dans cette équipe? Oui, effectivement, moi j'ai peut-être eu des contacts avec un autre qui s'appelait Tangier, qui s'entraînait presque dans mon training center. Il venait me donner un coup de main.
nous avons beaucoup discuté. Jean-Armel Kanabiik, c'est un garçon très compétitif, c'est un garçon serein qui joue dans une très bonne équipe de Kayseri qui, à ce championnat de cette année, ils sont en train d'avoir une place européenne. Donc c'est un garçon qui est très récurrent, qui joue tous ses matchs et qui les joue à fond. Il a eu quelques bobos de santé en début de saison, mais là, ça va très bien. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de choses à apporter dans le statut de cette équipe nationale. Donc vous qui le regardez assez souvent jouer dans le championnat de première division de la Turquie, son retour en sélection n'a rien de complaisant, il le mérite parce qu'il est compétitif. Effectivement, je vais un peu essayer de dire que je suis correspondant à une chaîne de radio de la place d'ici. Nous faisons le 11 entrants chaque lundi des meilleurs Camerounais. Et puis, Kanabiik qui est récurremment cité dans les 4, dans les 3, mais parfois on fait avec 3 défenseurs. Donc moi je pense qu'il n'y a rien de complaisant, c'était une très belle initiative, c'est quelque chose à encourager et il y a encore d'autres têtes qu'il faudrait vraiment ramener pour que l'équipe nationale, comme la définition étymologique le dit, c'est la sélection des meilleurs joueurs d'un pays. Et donc on n'a pas besoin d'exclure ces enfants. Si quelqu'un est compétitif, on doit l'amener et surtout s'il apporte un plus. Alexandre Belinga, le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale de football du Cameroun, le pense également. Il est en conférence de presse ce lundi à la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Aïe Cyril et Joël Essingé y ont pris part. L'intérim des Lions indomptables le confirme. Certains joueurs bannis de la sélection nationale sont de retour dans la tanière. Il y a des démarches qui sont effectuées et je voudrais vous faire remarquer ici que ces démarches sont faites en accord avec le sélectionneur que je suis. Nous avons eu l'accord de certains joueurs actuellement et c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent dans cette liste. Il y a Lannion qui a donné l'accord, il y a Choupo-Moting qui a donné son accord, il y a Kanabiik qui a donné son accord, il y a Onana qui a donné son accord. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres joueurs qui avaient quitté la sélection, à l'instar de Joël Matip, Nicolas Nkoulou, Samuel Eto'o et les autres sont également sur le chemin de retour. Les démarches vont continuer et nous espérons que ce soit moi, que ce soit celui qui viendra. Lors de la CAN 2019, nous aurons tous les Camerounais sélectionnables pour que nous puissions avoir justement cette sélection qui nous permettra de conserver notre titre. Mais déjà se pose un problème, celui de la gestion de ces cadres, notamment dans le secteur des gardiens de but. Je crois qu'il faut beaucoup de tact pour réussir à les gérer. Déjà avec Ondwa Onana, vous savez que ça n'a jamais été facile, même comme c'est des cousins. Maintenant, il y a Carlos qui s'ajoute. Vous comprenez que ce sera très très difficile. Et c'est à moi de les gérer et j'espère que je vais y arriver. Autre problème, il concerne les capacités physiques des joueurs qui effectuent leur retour dans la tanière. Certains parmi eux ont pris de l'âge. Moi je suis sélectionneur, si je dois jouer la CAN 2019, si j'ai un joueur de 40 ans qui peut me donner le résultat et gagner cette CAN, moi je vais l'appeler. Maintenant s'il y a également un joueur de 17 ans ou de 16 ans qui peut me donner un résultat, je vais faire appel à lui. Sur son avenir personnel, à la tête des Lions indomptables, Alexandre Belinga affirme qu'il ne souhaite pas continuer après cette phase intérimaire. Nous avons fait notre temps et c'est pour ça que j'ai demandé au président du comité de normalisation que je suis là pour assurer cette mission jusqu'à l'arrivée du nouveau sélectionneur. Et le jour où il sera là, je crois que je vais commencer à m'occuper de mes champs. Et c'est ce que j'ai dit au président du comité de normalisation. Si nous pouvons faire des résultats qui nous permettent de remonter au classement FIFA pendant cette période intérimaire, moi je serai très content et je pense que j'aurai réussi ma mission. Donc voilà l'accord entre le comité de normalisation et moi. 23 joueurs ont été convoqués pour le match amical du 25 mars prochain contre le Koweït. Le stage préparatoire démarre 4 jours avant, c'est-à-dire le 21 mars 2018.
Christian Bongo, depuis la publication de cette liste d'Alisandre Belinga, beaucoup d'analystes, beaucoup d'observateurs, beaucoup de commentateurs, des fans de foot, certains entraîneurs même ont dit il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière, mais la réponse d'Alisandre Belinga est claire. S'il veut gagner la CAN 2019, parce que c'est la prochaine compétition pour les Lions indomptables du Cameroun, s'il veut la gagner, s'il a un joueur de 40 ans qui peut faire l'affaire, il appelle. S'il en a un de 16 ans qui peut faire l'affaire, il appelle. Mais moi, je ne comprends pas ces analyses lorsqu'on parle d'un joueur en fin de carrière. Un joueur en fin de carrière, lorsqu'il se retrouve à la retraite, lorsqu'il ne joue plus dans un club et qu'il est au quartier. Mais si vous avez des joueurs qui restent compétitifs, comme Bertrand l'a dit tout à l'heure, qui jouent dans des meilleurs championnats européens, qui jouent tous les week-ends, même si ces joueurs ont 40 ans et qu'ils peuvent apporter un plus, moi je pense qu'il faut les rappeler en équipe nationale. Le plus vieux joueur de la CAN 2017, le gardien égyptien par exemple, est vice-champion d'Afrique. Il est vice-champion d'Afrique. Vous avez Gianluigi Buffon, le gardien italien qui a 40 ans, qui est toujours en activité. Vous avez les Andrea Pirlo qui n'ont pas tout à fait pris leur retraite. Là, il faut qu'on arrête avec ce débat. C'est pas parce que tu as un âge plus jeune que tu es plus compétent que celui qui paraît, entre guillemets, beaucoup plus âgé. Le problème, c'est le rendement de chaque sportif sur le terrain lorsqu'on lui fait confiance. Et lorsque je regarde cette liste, je suis extrêmement satisfait parce qu'en principe, le fait que ce sélectionneur a appelé ces joueurs-là va envoyer un message clair à tous ceux qui boudaient l'équipe nationale de se dire que nous avons encore la chance, il y a quelqu'un qui est prêt à nous donner notre chance de venir montrer de quoi nous sommes capables. Il n'y a plus personne qui puisse nous exclure pour X ou Y raison pour défendre les couleurs de notre pays. Moi, je pense qu'il n'y a pas de joueur tout à fait vieillissant. Idriss Carlos Kameni, c'est un gardien de but. Bertrand, il est en Turquie. C'est lui le gardien titulaire, je crois, de Fenerbahçe. Il est en activité. Mokanjo, il est en activité. Je ne vois pas où est la vieillesse de ces joueurs-là. Et au contraire, même, ces joueurs... Quand même en Angleterre. Il est en Angleterre, à West Bromwich, où il joue 3 fois, au minimum 2 fois par semaine. Et ce sont des joueurs pétris d'expérience. Il faut remarquer que cette liste fait un bon amalgame entre des joueurs d'expérience qui ne sont pas tout à fait nombreux, effectivement, et de jeunes joueurs, de jeunes lourds dans l'ombre qui viennent, n'est-ce pas, d'être appelés à la tanière, dans la tanière, comme Leandro Tawamba. C'est un joueur que je connais très bien, avec qui j'ai encore échangé il y a quelques mois. Il joue au Partizan Belgrade. C'est un très très bon attaquant qui n'a jamais été appelé. Et aujourd'hui, on lui donne sa chance. Vous avez le joueur, le jeune Bauken, qui, il faut dire que... un très bon début de saison. Effectivement, ce garçon, je peux vous dire que ce garçon, en 2009, il avait été convoqué dans les U17 du Cameroun. En 2009. Et il n'a pas eu la chance d'aller avec Vincent Boubacar d'ailleurs. Ils étaient chez les U17 du Cameroun en 2009. Il n'a pas eu la chance avec un autre jeune que je manage, qui est aujourd'hui au Luxembourg. Il n'a pas eu la chance d'aller représenter le Cameroun à la phase finale de la CAN 2009 en Algérie, parce qu'il a été recalé au dernier stage final. Après, il a disparu des radars. Après, on ne l'a plus jamais appelé. Et aujourd'hui, à la faveur de son travail, de son ardeur et de son explosion avec Strasbourg, il est appelé de manière normale et sereine à l'équipe nationale. Il n'y a plus des appels sous forme de passe-droit. Il n'y a plus des exclusions, n'est-ce pas, intempestives ou inconsidérées. Aujourd'hui, Belinga nous montre que si vous êtes compétent, si vous êtes compétitif, il est capable de vous rappeler en équipe nationale de votre pays si vous pouvez apporter un plus à cette équipe nationale. Et c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on demandera au prochain sélectionneur, de venir nous bâtir une équipe avec les plus méritants. Le prochain sélectionneur, parce que Belinga a dit qu'après son intérim, il n'en veut plus. Peut-être il restera une nouvelle fois adjoint. Bertrand, mais si vous voulez mon avis à ce on en reparlera précisément du recrutement d'un nouvel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun tout à l'heure. Bertrand, donc, ces joueurs-là, on avait vendu très cher la peau de certains, disant qu'ils étaient déjà vieillissants. Et il y a un autre débat. Est-ce qu'on doit ouvrir la tanière à un joueur qui l'a refermé lui-même, qui a dit « je ne viens plus jouer pour les couleurs du Cameroun », quelle que soit la raison? Oui, effectivement, moi j'ai eu à expliquer déjà ce problème déjà hier sur un plateau. Je voudrais bien qu'on s'attende sur un fait. Quand on convoque un joueur, Christian le sait, on vous envoie une convocation écrite signée au niveau de la Fédération camerounaise de football par un responsable. Au moment où on dit que quelqu'un a décliné la sélection, ce monsieur, ça veut dire celui qui a envoyé la convocation, s'il est cohérent, s'il connaît son travail, il devrait dire « Monsieur, oui, je comprends, mais faites-moi une lettre écrite et vous signez au bas de la page pour dire que vous ne venez plus à la sélection. » Mais quand on vient nous présenter
un message WhatsApp. Ça n'a rien de concret. C'est l'affaire Toko Ekambi et Djamil. Je parle de pour tout le monde. Même Samuel Eto'o, il avait écrit sur un compte Facebook qui est une humeur. Je peux dire que je suis à Douala. Après 2 minutes, je vous dis je suis déjà à DA. C'est quelque chose, c'est des humeurs. Donc moi je ne vois rien d'officiel. Ça a été peut-être un coup monté de ceux qui étaient aux affaires pour essayer de bien s'asseoir, mais c'était un mauvais coup parce que le Cameroun a pris un coup et le football a pris un coup parce qu'il y a des gens, quand nous regardons cette liste, comme nous sommes en train de dire, il y a d'autres joueurs qui doivent venir comme Joël Matip. Et je vous assure que tous ces gars sont très très patriotes. Parce que quand le Cameroun joue, tous ces gars regardent le match comme si ce sont eux qui étaient sur le terrain. Il y a une flamme qui brûle en eux. Oui, il y a la flamme qui brûle. Il y a la flamme qui brûle. C'est juste des histoires qu'on nous amène. Et puis maintenant, ces garçons n'ont jamais fait des déclarations officielles. Si il y a des déclarations officielles, ils viennent, ils nous montrent que voilà, là où il a écrit, Kameni n'a jamais dit qu'il ne venait pas à la sélection. Vous pouvez échanger avec un monsieur que vous entendez par déclaration officielle, une déclaration écrite, forcément, parce que certains ont dit de vivre vos sélectionneurs. Non, l'administration est écrite. Pourquoi est-ce qu'on ne les appelle pas par téléphone? Kameni venait à la sélection. On fait une convocation. J'ai un exemple de convocation. Vous pouvez montrer au public que voilà comment ça se passe pour inviter un joueur. Alors maintenant, Alessandro Belinga est passé carrément aux aveux sur la complexité de cette initiative parce que il reconnaît que notamment sur le poste de gardien de but entre Fabrice Ondoa et André Onana, son cousin, ça n'a pas toujours été facile, un problème de leadership, et Idriss Carlos Kameni qui lui est un doyen un peu plus ancien dans la tanière que ces 2 joueurs là, ça ne va pas être facile à gérer tout ça, mais il dit être entraîneur, il est prêt à gérer. Moi je ne pense vraiment pas qu'il devrait même faire cette déclaration parce que moi j'ai parlé déjà avec Fabrice, avec Onana. Onana n'a aucun problème. Ça veut dire quoi? Quand vous gérez des professionnels, si vous ne voulez pas utiliser un joueur, vous l'appelez, vous lui dites que pour ce match, j'ai fait une stratégie. Moi, j'ai quand même une expérience avec un autre coach de très haut niveau qui est Bielsa. Quand il vous appelle, il vous dit, monsieur, j'ai vu le monsieur d'en face a changé de stratégie. C'est pour cela qu'il a fait jouer des très grands joueurs 15 minutes et les enlever. Donc, sur ces 3 gardiens, il n'y a aucun problème. Au moment où on choisit un, les autres seront solidaires pour pouvoir, disons, l'amener s'il y a des petites erreurs à se corriger et à donner le meilleur résultat parce que c'est le vert ou jaune qui flotte. Vous comprenez? Donc moi je ne pense pas qu'il y a un débat sur ça, c'est des joueurs professionnels, ils le gèrent en club et ils peuvent le gérer en sélection. Et tout le monde sait qu'on a beau être professionnel, mais plus capricieux que des joueurs, surtout professionnels, hein, il n'y en a pas. Maintenant ces anciens qui reviennent, est-ce qu'il y aura pas un problème d'ego avec les plus jeunes qui sont dans la tanière, qui eux commençaient à avoir un statut de cadre? Mais justement, c'est ça, c'est ce qu'il faudra éviter absolument. Les égos, il faudra faire comprendre à chacun de ces joueurs que l'équipe nationale, ce n'est pas, n'est-ce pas, un fourre-tout où chacun vient pour faire son one-man show. L'équipe nationale, c'est une solidarité. L'équipe nationale, c'est un respect mutuel de tous ceux qui sont là. Donc si vous venez en équipe nationale et croire que parce que vous avez une certaine expérience, vous devez mériter un traitement de faveur, vous avez tout faux. Et je pense que c'est plus des joueurs d'expérience, effectivement, comme les Idriss Carlos Kameni, les Alan Nyom, les Canabiek, Jean Hamel, qui devraient être les premiers à comprendre que leur rôle n'est pas de venir créer de la scission, ou leur rôle n'est pas de venir être sur un piédestal, leur rôle c'est venir justement rassembler et faire comprendre à leurs jeunes frères qui sont là et qui ont prouvé qu'ils méritent d'être là, qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas, destinés à une même mission, faire gagner et rayonner, n'est-ce pas, le Cameroun. Et je pense effectivement qu'un coach charismatique, un coach qui a de la personnalité, et je crois que M. Belinga a cette personnalité, peut gérer, n'est-ce pas, ses égos et peut créer justement cette harmonie. Parce que Hugo Broos, moi, c'est un coach que j'ai jamais flairé, et j'ai jamais blairé, je peux le dire, et tout le monde le sait, la version que j'avais vis-à-vis de ce coach. Parce que c'est un coach qui a passé le temps à diviser les joueurs de l'équipe nationale. C'est un coach qui a passé le temps à mépriser, et je peux même dire
à humilier les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. On parlait du jeune Onana tout à l'heure. Le jeune Onana n'a jamais dit qu'il ne viendra pas à la sélection. C'est la manière dont on l'a traité. Toko Ekambi ne l'a jamais dit. Lorsque vous causez avec ces joueurs, c'est la manière dont ils ont été traités dans cette équipe nationale qui fait que ces gens, ils ont eu un peu de la retenue ou bien du recul. Donc moi, je pense que Belinga... Sur le cas Kameni, Hugo Brossard a pressé d'aller à la télévision, par exemple, dire qu'il ne l'appellera plus jamais. Vous voyez, voilà un bonhomme qui veut venir montrer ou apprendre des leçons de patriotisme aux Camerounais. Je vous rappelle que tous ces joueurs sont des patriotes. Kameni a commencé avec cette équipe nationale, ça fait depuis belle lurette. Il était au jeu des Séné en 2000. Hugo Bros veut venir au Cameroun nous faire croire qu'il est plus patriote que Kameni. Non, il faut arrêter. Donc, c'est ce coach, il a eu la chance, il a gagné une canne, on était tous contents. Mais après, il s'est mis, n'est-ce pas, à fragiliser sa propre équipe avec une communication bancale. Et aujourd'hui, je pense que tous ces joueurs-là ont compris qu'ils doivent se mettre au service de la nation. Ceux qui croyaient déjà qu'ils avaient des titres fonciers à l'équipe nationale, il faudrait qu'ils se remettent au travail. Parce par exemple, c'est bon qu'il ait une concurrence. C'est bon qu'on doit sache aujourd'hui que, parce que lui, dans sa tête, même comme il ne joue pas tout à fait en Europe, je crois qu'il a commencé à jouer avec le CVB. C'est de toutes les façons en équipe nationale, je m'appelle titulaire. Mais aujourd'hui, il comprendra que, ok, je suis un bon gardien, je mérite d'être titulaire, mais il y a également le grand frère Kameni qui est là, il y a Onana, mon cousin, qui est là, qui joue tous les jeux avec la JAS. Il faudrait que je me surpasse. Et c'est toujours bien d'avoir des joueurs compétents à plusieurs postes. Et lorsque le sélectionneur a choisi à un poste, les autres doivent lui être solidaires. C'est ce qui va permettre que cette équipe puisse remporter des victoires actuelles et futures. Celui qui vient aujourd'hui à l'équipe nationale créer le désordre parce qu'il voudrait avoir un traitement de faveur devrait être mis à l'écart. Ils doivent être pris au même pied d'égalité, comme on dit vulgairement, et les choix du sélectionneur doivent être respectés. Mais quand je vois M. Belinga, il a convoqué chacun de ses joueurs sur la base de leurs compétences, sur la base du fait que ces gars sont compétitifs. Et nous qui voyons les championnats européens tous les week-ends, tous ces joueurs sont compétitifs. Même le petit qui joue au Maroc, il est l'un des principaux joueurs de son équipe marocaine. Donc, ce n'est pas des gars qu'on a convoqués juste par plaisir, comme on le voyait, n'est-ce pas, déjà en vous aurez d'ailleurs l'occasion de discuter avec ces dirigeants bientôt, puisque là, vous vous apprêtez pratiquement à faire le tour du monde. Effectivement, j'espère que ça va continuer ainsi et nous encourageons Belinga, n'est-ce pas, de continuer dans cette voie jusqu'à ce qu'il ne soit débarqué ou maintenu. Moi, j'espère qu'on va en débattre. Il faudrait qu'il reste en poste. Découvrons maintenant quels sont les défenseurs qu'Alexandre Belinga a convoqués. Ils sont 6 défenseurs au total, 7 défenseurs, voilà, précisément qu'Alexandre Belinga a convoqué. Donc on va dire 6 très exactement. Et on constate que là, il n'y a pas un retour inattendu. Ce sont des joueurs qui sont habitués. Par contre, il y a une convocation, celle de Félix Ebois qui évolue du côté de la France. Félix Ebois, oui, mais il a déjà été appelé à l'équipe nationale. Sylvestre, ce garçon de Félix Ebois, c'est un monsieur qui est titulaire à Guingamp depuis le début de la saison. Et parce qu'il joue avec son ancien coach qui est Comboiré, qui le connaît très bien, qui le met dans des conditions. Donc c'est un monsieur qui est compétitif, très très compétitif. Donc c'est une très bonne pioche de la part de ceux qui l'ont mis dans la liste. Nga Fabrice? Oui, Nga Fabrice, c'est comme Christian a dit, c'est quelqu'un qui est très bien du côté du Maroc. On me l'a suggéré, on m'a dit que c'est quelqu'un qui maintient carrément, disons, son équipe à un très bon niveau. Donc ce n'est pas une convocation hasardeuse aussi de la part de ce garçon. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, le coach Joseph Monté, qui est entraîneur de football, nous rejoindra sur le plateau. On fera une autre analyse, une autre lecture avec lui. Mais rien qu'à regarder, là on revient sur ces défenseurs-là, avec cette paire qui a fait beaucoup de bonheur et de bien à cette équipe lors de la CAN, la charnière défensive, Michael Gadeux qui est bel et bien en place, et Adolphe Keke. Monsieur, n'avez-vous pas constaté qu'après cette CAN, le match d'après, c'est une charnière défensive avec cette paire qui n'a pas toujours bien fonctionné? Non, mais moi je pense que cette paire nous a déjà donné satisfaction pendant la CAN. Et ce sont deux joueurs qui se connaissent. C'est vrai qu'il y a eu un petit coup de mou. Ce n'est pas pour ça qu'il fallait qu'on ne les appelle pas. Et regardez maintenant autour où il y a quelqu'un comme Félix Ebois qui vient prétendre à une place, n'est-ce pas, de titulaire. Il y a Yaya Banana aussi qui est là.
Je pense que... c'est bel et bien Banana. Hein? Oui, c'est Yaya Banana. Non, c'est Yaya Banana qui est la seule jeu. C'est un jeu que je connais depuis fort longtemps. Donc, il y a sur ces 6 défenseurs, vous avez carrément 4 défenseurs centraux. Carrément 4 défenseurs. Et il ne faut pas oublier que Jean-Armel Canabic est aussi un défenseur central. Normalement, il devrait être, n'est-ce pas, parmi les défenseurs centraux. Donc, il y a Armel Canabic, Alexandre Bilinga l'a plutôt convoqué comme milieu de terrain. Non, mais c'est je pense que ça a été une erreur de frappe parce que frappe au niveau de la fédération. Moi, je le vois jouer. C'est un défenseur central. Même depuis la France, c'est un défenseur central. Même quand il est venu à l'équipe nationale avant, c'est un défenseur central. Donc, dès que Ngade, c'est déjà 2 bons défenseurs qu'il fallait maintenir, mais autour, il y a maintenant il y a une concurrence et ça nous donne plus de possibilités et plus de solutions, n'est-ce pas, à l'axe central. Et cette équipe, parce qu'on va avoir les 2 autres compartiments, les 2 derniers, les milieux de terrain qui ont été convoqués, les attaquants qui ont été convoqués. Ceci, c'est pour le match amical contre le Koweït le 25 mars prochain, à la faveur de la période FIFA, qui s'ouvre le 15 mars et se referme qui s'ouvre le 15 ou 17 mars prochain, pour se refermer le 27 mars prochain. Alors, les milieux de terrain, il y a beaucoup de Marseillais, peut-être pas beaucoup, 2 précisément, Marseillais dans ce milieu de terrain, Clinton Dié et Franck Zambo Anguissa de l'Olympique de Marseille. Et pour Zambo Anguissa, c'est pratiquement titularisation acquise. Clinton Dié, un coup il est titulaire, un coup il ne l'est pas. Benjamin Moukandjo, du côté de la Chine désormais, Alan Nyom qui revient et qui est en première division du côté de l'Angleterre, West Bromwich, un club quand même qui a du répondant. Jean-Armel Canabic, Christian Bassogok qui est lui également en Chine, Georges Constant Mandiek et Sébastien Siani. Oui, effectivement, quand nous essayons de voir ce compartiment, d'autant plus que nous sommes en train de relever que nous avons Canabi et Alain Nyom qui sont des défenseurs parce que c'est un défenseur central et un latéral droit de métier, oui, qui devrait plutôt renforcer du côté de Faye Collins, qui n'est pas déjà mauvais, mais qui a très peu joué depuis janvier. Donc nous avons là quelqu'un qui revient, qui pourra peut-être apporter un plus déjà dans ce secteur qui manquait beaucoup aussi aux Lions Indomptables. Et pour parler des milieux proprement dit, nous avons 2 couloirs qui sont Clinton Dié et Benjamin Moukandjo. C'est des gens qui connaissent déjà de quoi il est question. Ils connaissent très bien l'écosystème, ils connaissent très bien le jeu camerounais. Et nous avons Siani qui devrait être là aussi, Zambo Anguissa, qui ne fait que prendre beaucoup d'expérience. Avec les Lions Indomptables. Avec les Lions Indomptables et avec Marseille. Parce que ce qu'il fait là-bas, c'est un ouf, il est vraiment très bien. Et aussi Mandje qui est revenu en France, parce que quand il a voyagé pour la République tchèque, avant de revenir en France, il a peut-être compris que son système de jeu était beaucoup plus très bien avec la France. Et là, il gagne beaucoup en revenant dans cette sélection. Nous avons aussi Christian Bassogok, qui est aussi un couloir, un winger. Donc moi je pense que cette sélection, ces milieux de terrain, en enlevant ces 2 défenseurs que nous avons dit, ils sont quand même des joueurs assez compétitifs qui peuvent apporter un bon résultat. En 2015, en Guinée équatoriale à la CAN et en 2017 au Gabon, Clinton Dié est passé carrément à côté de l'objectif. Mais après cette Coupe d'Afrique des Nations gabonaise, on a retrouvé avec les Lions Indomptables du Cameroun, Clinton Dié à droite devant les buts. Effectivement, et moi je pense que tout ça c'est la gestion, surtout celle 2017, moi je dis de ce coach Hugo Broos qui n'a jamais tout fait, qui n'a jamais rien fait pour mettre les joueurs en confiance. Moi je pense que Clinton Dié est parmi les joueurs qui ont été frustrés de ce management alambiqué à tâtons, n'est-ce pas, de ce sélectionneur-là. Et on a vu que lorsqu'il n'avait pas la pression, c'est un joueur qui pouvait, n'est-ce pas, être excessivement décisif. On a vu son début de saison tonitruant avec l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, mais il reste dans les plans de Rudy Garcia. Nous voyons, même s'il n'est pas parfois titulaire, il a toujours du temps de jeu. Et aujourd'hui, il a souvent été décisif. Il a souvent été décisif avec Marseille cette saison. Et moi, je pense que c'est très bien pour notre équipe nationale et de redonner de la confiance à ce genre de personnes. Et je pense que le coach Bellinga est la personne idoine qui saura comment, n'est-ce pas, tenir un discours et faire savoir à tous ses enfants qu'il compte sur chacun
d'entre eux, il n'y a plus d'exclusion. Et pour paraphraser, pour ajouter à ce que Bertrand disait, moi je crois que c'est une erreur de frappe parce qu'en principe, lorsqu'on regarde cette liste, a finalement 8 défenseurs. Parce qu'en principe, Armel Kanabiyik, c'est un défenseur central. Pareil pour Alan Nyom. Alan Nyom, c'est un latéral droit de métier. Donc on ne comprend pas pourquoi ces deux joueurs sont mis au milieu. Ils sont logiquement des défenseurs. Mais lorsqu'on regarde globalement le milieu de terrain du Cameroun, Siani Zambo-Anguissa, pour ce qui est des milieux à vocation défensive ou relayeur, vous avez Bassogo, Ndje Clinton, Moukandjo, qui sont des milieux, n'est-ce pas, excentrés. Et des coacheurs, comme on les appelle. Ce sont des gars qui ont déjà l'expérience de cette équipe nationale. Je dis que c'est un bon équilibre et ce sont des sélections méritées, ne serait-ce que pour ce match-là. Et moi, je suis tout à fait satisfait, n'est-ce pas, de voir ces noms-là, parce que je sais que c'est des gars décomplexés et qui viendront aujourd'hui, n'est-ce pas, avec fierté, n'est-ce pas, défendre les couleurs du Cameroun. Allons maintenant voir quels sont les 6 attaquants convoqués par Alexandre Belinga pour affronter le Koweït le 25 mars prochain en amical. Fabrice Olinga, qui est revenu depuis quelques matchs, déjà avec Hugo Bros, qui le connaît et qui l'a supervisé du côté de la Belgique. Fabrice Olinga qui joue toujours en Belgique avec Sébastien Siani. Il y a Boubacar Vincent, l'artificier de cette équipe de Lions d'Ontario du Cameroun, en pleine forme. Il fait une très bonne saison avec le FC Porto et même en Ligue des Champions. Stéphane Baoken vous en parlait tout à l'heure. Lui aussi, très belle saison avec le Strasbourg, Racing Club de Strasbourg. Eric Maxime Choupo-Moting en Angleterre, il avait aussi laissé entendre qu'il ne venait pas. En tout cas, il n'avait pas exprimé comme je le dis, mais de par quelques gestes, on a vu souvent Eric Maxime Choupo-Moting s'écrouler sur le terrain lors des matchs avec Hugo Bros, dire qu'il est blessé. Et 3 jours après, on le voit en club, en train de jouer un match entier. Donc lui aussi, il était un peu en colère par rapport à ce qui se passait pas bien dans cette équipe. Karl Toko Kambi, qui a été au centre d'une grosse polémique avec le team manager qui est Alphonse Tchami. Vous avez d'ailleurs, vous êtes souvenu de ces messages WhatsApp, ces échanges WhatsApp entre les deux hommes tout à l'heure. Leandre Tawamba du Partizan Belgrade, lui c'est peut-être la surprise, Bertrand, de cette liste de Alexandre Belinga. Je ne pense pas que ça soit la surprise, c'est peut-être la surprise de ceux qui ne suivent pas le mouvement du football. Tawamba, c'est un monsieur qui a, depuis l'année passée, il est buteur en Europa League avec son club. Il a marqué au moins 6 buts, si mes souvenirs sont exacts, en Europa League. Et 5 exactement. 5 exactement. Et moi, je me suis toujours dit, si un monsieur sélectionneur comme de l'équipe du Cameroun, il arrive, la première des choses à faire, c'est de prendre tous les Camerounais qui sont en Champions League et tous les Camerounais qui sont en Europa League, parce que c'est des compétitions vraiment relevées. Mais là, presque tout le temps de Hugo Bros n'a pas été même approché. Et nous avons décrié cela. Nous parlons aussi de Stéphane Baoken. Marqué contre le PSG, ce n'est pas déjà rien. Il a fait un aller-retour. Donc c'est un monsieur qui mérite. Ça fait bien, contre le club le plus prestigieux de Ligue 1 française. Oui. Mais qui là, tout le monde, réussir à le malmener un tout petit peu en aller-retour, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Et là, moi j'ai un petit hic parce que il y a Jean-Pierre Samé. Jean-Pierre Samé qui est à Suisse, qui est souvent venu, qui est presque dans les 3 meilleurs buteurs du championnat. Donc des joueurs comme ça, on ne les laisse pas. Peut-être que s'il a des problèmes de santé, mais toujours il devrait figurer dans cette liste des attaquants. Alors maintenant, on va voir une image, celle de la rencontre entre Dieudonné Appli, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, et ces joueurs qui annoncent leur retour, dont le retour est annoncé par Alexandre Belinga. C'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant, en marge du congrès de Marrakech, on va dire le symposium sur le football féminin, organisé par la CAF du côté de Marrakech. Là, vous voyez ces joueurs-là. Dieudonné Appli, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, il y a Alan Nyom, il y a Samuel Eto'o-Fils, peut-être c'est lui qui manque un peu sur la liste de Alexandre Belinga, mais sa présence, c'était peut-être aussi parce que lui, il peut parler à certains de ces joueurs et qu'il écoute. Oui, mais on ne pense pas que Samuel Eto'o
a préparé à cette rencontre parce qu'il souhaite venir aussi dans la dernière, souhaite revenir. C'est pas exclu? Non, c'est pas exclu. Hein. Samuel Eto'o, maintenant, ses choix dépendent de lui, mais je pense qu'il n'est pas exclu qu'il veuille sortir des Lions d'entrer par la grande porte, par exemple, avec une CAN 2019 dans son pays. Peut-être qu'il sera le joueur que le président Paul Biya va imposer à l'équipe comme il avait fait avec Roger Mila en 90, on ne sait pas, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme Samuel Eto'o autour de ces garçons, même s'il n'est pas dans le stade, parce que c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui peut apporter des conseils. C'est vrai qu'on lui a souvent donné des étiquettes assez bizarres, mais moi je pense que ce sont des gens qui ont voulu le diaboliser, parce que lorsqu'il était en équipe nationale, c'est quelqu'un qui a toujours montré qu'il combattait pour le bien de ses coéquipiers. Il était en première ligne pour défendre les droits, n'est-ce pas, de ses coéquipiers. Ça lui a fait prendre pas mal de coups, parce qu'il faut dire que vraiment, ce qu'il y a de pire au Cameroun, c'est l'administration des lieux indomptables. C'est-à-dire qu'autour des lieux indomptables, il y a toujours eu des personnes, n'est-ce pas, mal intentionnées, qui ne méritaient pas d'être là. Et lorsque ils avaient en face un joueur comme Samuel Eto'o qui ne voulait pas se laisser faire, qui n'était pas un béni oui-oui, ça lui ramenait tous ces problèmes que nous avons connus. Aujourd'hui, il peut ne pas être sur la pelouse, mais il est bon d'avoir autour des Lions un Samuel Eto'o. Nous avons vu les efforts qu'il est en train de faire pour que le Cameroun ne serait-ce qu'organise cette CAN 2019. Nous voyons le lobbying qu'il fait auprès du président de la CAF, auprès de Gianni Infantino, président de la FIFA, qui sont ses amis. Nous voyons que c'est quelqu'un qui aime le Cameroun, que quelqu'un nous dise ici qu'il est plus patriote que Samuel Eto'o, que quelqu'un nous dise ici qu'il est plus conscient du fait que l'équipe nationale du Cameroun ne mérite pas Samuel Eto'o, qu'il nous dise que Samuel Eto'o est un désordonné. Je dirais à cette personne qui n'a rien compris. Il faut avoir Samuel Eto'o autour de cette équipe. Et pour moi, les gars qui sont là, il faudrait encore aller en chercher d'autres. Ils sont nombreux. Il a parlé de Samé tout à l'heure. On a parlé de Nicolas Nkoulou, que Hugo Bross a frustré dans cette équipe. Nous avons parlé de Joël Matip, Marvin Matip. Ils sont nombreux. C'est vrai qu'on ne va prendre que 23, mais il faut donner la chance à tout le monde et prendre les meilleurs, ceux qui sont les plus compétitifs. Donc, il n'y a pas d'exclusion et c'est bien de voir des gens comme Tawamba. Je vais revenir sur Lian Tawamba. Pour moi, ça a toujours été une erreur que ce gars ne soit pas convoqué en équipe nationale. Lorsqu'on nous appelait même des gars de moins niveau comme les Moumingama, je n'ai rien contre ce joueur, c'est un bon joueur. Mais Lian Tawamba, depuis au moins 2 ans, méritait de faire partie de cet effectif. Voilà un gars qui porte à bout de bras le Partizan de Belgrade. Je vous rappelle que c'est lui qui a qualifié ce club en Europa League au 8e de finale. Et le week-end dernier, la semaine dernière, il a marqué avec ce club en Europa League. Voilà un gars qui est constant. Il est né en 1989, il a aujourd'hui 29 ans. Et vous voyez que c'est à 29 ans qu'on appelle un gars comme ça en équipe nationale. Bon, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, mais je dis que on l'a fait disparaître des radars, alors que c'est quelqu'un, nous allons le découvrir. Il est extrêmement excellent, cet attaquant. Donc, il n'est pas là par complaisance. Il le disait toujours, j'ai échangé longuement avec lui il y a quelques mois. Il savait que son heure viendra, l'heure à laquelle il sera appelé en équipe nationale. Et autre chose, il faut dire que ce garçon est aujourd'hui dans l'administration de l'Aigle Royal de la Mer Noire. Parce que c'est un ancien joueur de l'Aigle Royal de la Mer Noire. Il est dans l'administration de ce club et il a financé à hauteur de plusieurs millions le début de saison de l'Aigle Royal de la Mer Noire. Donc c'est déjà un joueur compétitif sur le terrain, excellent, mais c'est un joueur de malheureusement, les résultats ne suivent pas pour l'Aigle Royal de la Mer Noire. Voilà, donc je dis que ce garçon, c'est une bonne pioche pour Alexandre Bellinga. Les Camerounais le découvriront, comme on l'a dit ici. C'est ceux qui ne voient pas les championnats européens ou l'Europa League qui ne connaissent pas ce joueur. Ils le découvriront. C'est une bonne chose. Tout le monde devra venir montrer sa compétence pour l'équipe. Et moi, je dis, ce qu'on a montré là, pendant cette réunion, le président devrait aller en chercher d'autres pour qu'en 2019, nous soyons prêts non seulement à participer à ce tournoi de manière efficace, mais à le remporter parce que c'est une CAN qui aura lieu chez nous. Bertrand, donc, comme Christian Bongo, vous faites le tour de plusieurs pays, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et même d'Asie. Pour vous, cette liste, vous l'avez dit, elle jouit d'une objectivité, mais maintenant, est-ce que ce sont les meilleurs, selon vous, qui ont été appelés? Cette liste, déjà, avec tout ce qui se passe à l'équipe nationale depuis 2 ans, vous savez déjà que quand vous êtes un technicien de football, la première des choses que vous devriez faire quand vous arrivez dans une équipe, c'est d'abord de laisser les 11 titulaires de cette équipe. Ça, c'est le principe de base d'un technicien professionnel. Donc, en laissant
par exemple, tous ceux qui ont été titulaires avec Hugo Broos, c'est quelque chose de bien. Et les autres, on essaye de les introduire progressivement jusqu'à ce qu'on aura une équipe de joueurs compétitifs. Moi, j'ai dit quelque chose de très simple. C'est-à-dire, ces joueurs, par exemple, comme Fabrice Ondoa ou bien Deke, Adolphe Deke, qui sont Adolphe Deke qui joue en Ligue 2, et puis Fabrice Ondoa qui ne peut pas, qui n'arrive pas déjà à être titulaire avec le FC Séville. C'est très simple. Oui, la Segunda B, Segunda B, c'est très simple. Juste leur dire que si vous voulez jouer à l'équipe nationale du Cameroun, trouvez-vous un club de Ligue 1 quelque part. Et là, vous avez un gars de mérite parce que lui joue dans une Ligue 1, même si c'est en République tchèque, mais c'est un très bon club, il est très compétitif et il fait tous ses matchs. C'est la même chose avec Faye Collins. Vous voyez, il joue en Belgique dans un club compétitif. On ne peut pas dire qu'il n'est pas, il ne mérite pas. Donc c'est à peu près une politique comme ça qu'on devrait plutôt amener. Vous voyez, je vais un peu vous dire, parce que je suis introduit aussi chez les Nigérians, c'est ce qui se passe au Nigeria. Vous voyez les Nigérians qui jouent dans des très bons clubs, et ce sont ces Nigérians qu'on essaie d'inviter au niveau de la sélection. Et eux, ils font même encore quelque chose d'exceptionnel parce qu'ils prennent encore le meilleur joueur de leur championnat pour mettre dans la sélection. Donc c'est peut-être les touches qui manquent à cette équipe pour pouvoir faire monter une très bonne équipe et aussi mettre la compétitivité dans tous les secteurs et pouvoir aspirer non seulement à se qualifier pour la Coupe du Monde à venir et à gagner la Coupe d'Afrique. Alexandre Belinga insiste sur le poste de gardien de but et la complexité au niveau des égaux. Fabrice Ondoa, André Onana et Idriss Carlos Kameni. Pour vous, est-ce qu'on peut avoir des surprises à ce niveau? Est-ce qu'on peut voir Fabrice Ondoa, par exemple, céder son poste titulaire au poste de gardien de but des Lions indomptables du Cameroun à André Onana ou alors au doyen Idriss Carlos Kameni? Oui, moi je suis... Parce qu'on peut aussi imaginer ce qu'on a souvent, le reproche qu'on a aussi souvent fait à ces joueurs, c'est que certains d'entre eux ont aussi pensé que la sélection nationale c'était leur titre, ils avaient des titres fonciers à la sélection nationale. Et ce Kameni qui vient, ça a aussi été ça. Kameni, vous savez qu'il a été convoqué. L'un des problèmes qu'il a eu avec Hugo Broos, il a été convoqué, il n'a pas été titularisé. Du coup, ça a été tout un problème. Sylvestre, je vais vous dire que ça, ce sont des joueurs professionnels. Ce qui se raconte derrière, ce n'est pas ce qui se passe exactement. Parce que c'est des joueurs professionnels. Si vous voyez par exemple en Italie, on a préparé un gardien pour la relève de Buffon. Il est là, il le suit, c'est le gardien du Milan, c'est que tout le monde voit. Vous voyez, si un jour il advient que on dit à Buffon de s'asseoir pour laisser cet enfant jouer, il n'y aura pas de problème. Moi, je ne vois aucun problème dans ces trois gardiens. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde a envie de jouer. Non, non. Le gardien titulaire le plus récurrent, c'est Fabrice Ondoa. Non, c'est Onana. Onana joue avec son club. Vous voulez dire en club? Oui, je voulais... En sélection, c'est non, non, je voudrais vous dire en club. Oui. Oui. Comment fait-on pour sélectionner un joueur? Ça veut dire qu'il doit être brillant en club. Hein? Et Onana est brillant en club parce que ça fait presque 2 ans qu'il est titulaire jusqu'à ce que les Hollandais ont failli le nationaliser. Kameni, lui, n'a plus grand-chose à prouver. Ce n'est pas que Kameni n'a pas grand-chose à prouver. Kameni apporte une grande expérience et une protection pour ses enfants. Ça veut dire que si Kameni, il advient que le discours du coach est clair. Clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kameni, tu es là pour encadrer tes 2 jeunes frères, hein, pour leur passer le témoin. Et puis maintenant, le jour du match, on prend le plus compétitif, on met au goal, on parle aux 2 autres, il n'y aura aucun problème. Mais si on fait comme si eux, ils sont des problèmes, c'est là où il y aura un problème de... Mais sur ce problème de compétitivité en club, Hugo Broos, lui, en son temps, avait tranché le débat. Hein. Il avait dit, certes, André Onana est compétitif en club, mais lui se contente de ce qu'il a en sélection. En sélection, celui qui est plus compétitif, celui qui lui donne des résultats pour se garder de but, c'est Fabrice Ondoa. Christian a parlé d'Hugo Broos. Moi, je ne veux pas parler de lui parce que lui ne nous a rien laissé.
Parce que... c'est la 5e Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun, c'est pas la première. Peut-être qu'il aurait, si c'était au Tchad, il serait vraiment vénéré, mais au Cameroun, c'était la 5e Coupe d'Afrique des Nations. Donc on ne peut pas revenir sur ça. Ce que moi j'ai à dire, et ce que j'insiste, c'est que dans ces 3 joueurs, il n'y a aucun problème. Il faut juste un bon discours et mettre celui que vous voulez placer au goal. Si par exemple Bellinga voit que c'est Fabrice Ondoa qui doit d'abord commencer parce que c'est lui qui est là depuis 2 ans, il lui dit, bon mon frère, monte sur le terrain. Les 2 autres, comprenez que quand vous arrivez dans un club, il y a d'abord Kameni l'a eu, hein. Kameni a eu ce problème à Fenerbahçe. Le gardien titulaire de Fenerbahçe a commencé. C'est au moment où il a fait des bouts, il a fait des erreurs qu'on a placé Kameni. Donc, vous voyez déjà que quand vous avez 2 grands gardiens comme Kameni et le gardien de Fenerbahçe, qui est un ancien gardien de l'équipe nationale turque, quand il est arrivé, tout le monde s'attendait qu'il y aura clash, mais il n'y a pas eu clash, il y a eu un bon discours. Donc, il faut juste un discours. On fait commencer au doigt, et s'il y a un problème, on choisit entre Onana et Kameni. Pas de débat. Au poste de gardien de but, Carlos Kameni, André Onana, Fabrice Ondoa. Oui, moi je pense que c'est le sélectionneur tranché. Et je pense que s'il les a appelés tous les 3, il a déjà sa petite idée de ce qu'il doit faire. Et il ne faut pas oublier que Kameni est là pour passer le témoin. Donc ce n'est plus forcément l'avenir de l'équipe nationale. Et il peut amener cette équipe nationale sûrement, j'espère, je crois qu'il veut bien jouer la CAN 2019, jusqu'à la CAN 2019. Il y a aussi un discours qui peut, n'est-ce pas, être donné aux 2 jeunes pour dire que, écoutez, sachez que c'est vous l'avenir de l'équipe nationale du Cameroun, même si votre grand frère joue aujourd'hui comme titulaire dans les boîtes de cette équipe, déjà c'est parce qu'il est compétitif auprès de Fenerbahçe, mais également c'est parce que vous allez apprendre de lui, et lorsqu'il prendra sa retraite peut-être dans 2 ans, c'est vous qui serez là. N'oubliez pas que Ondoa et Onana, ils sont encore très jeunes. Oui. Ils ont la vingtaine, 20, 21, 22 ans. Kameni a déjà la trentaine, donc Kameni ne peut pas être un concurrent permanent pour ces 2 jeunes gardiens. Au contraire, ils pourront apprendre de Kameni, et après, lorsque le témoin, le relais va se passer, et ces 2-là continueront avec l'équipe nationale, tout en espérant quand même que Ondoa puisse finalement trouver un club qui lui permette de jouer. Parce qu'on a beau dire qu'il est compétent avec l'équipe nationale du Cameroun, lorsque vous restez longtemps sans jouer en championnat, en club, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui vous manque dans vos performances. Ça, le football a ses réalités, ça ne manque pas comme on dit. Il ne faut pas faire la fine bouche là-dessus. On doit avoir intérêt à trouver du temps de jeu s'il veut rester, n'est-ce pas, ou s'il veut prétendre à la place, continuer à rester numéro 1. Donc c'est moi comme un militaire qui est fort en caserne, mais qui n'a jamais fait la guerre. Et moi je pense que Sylvestre, c'est bien que ce message soit également envoyé à Ondoa, parce que je pense qu'il était assis couché sur un matelas avec la confiance du Go-Boss de se dire, bon écoute, même si tu poireautes au FC Séville, c'était d'abord, je sais pas, au Nastic Tarragona, en 2e division espagnole, même si tu ne fais pas les listes là-bas, même si tu es au quartier ou au gradin là-bas, sache que quand tu viendras en équipe nationale, ta place est au chaud pour toi. Et ça, c'est ce que ce garçon avait déjà emmagasiné en lui. Aujourd'hui, il faudrait qu'il se rende compte que malgré ses belles performances en équipe nationale, le fait qu'il ne soit pas compétitif au niveau du club peut engendrer des concurrences qui permettent qu'il s'asseye également et que les autres puissent jouer. Et c'est justement lui qui ne devrait pas avoir un problème d'ego, parce que comme je disais tout à l'heure, il est encore assez jeune, et Kameni pour lui n'est pas un concurrent permanent. Son vrai concurrent, c'est son cousin Onana. Et tant que Onana aura la confiance, il faut dire que Onana joue quand même à l'Ajax d'Amsterdam. C'est le plus grand club hollandais, le plus grand club. Donc c'est l'Ajax. Et Onana est venu mettre au banc de touche le gardien titulaire de l'équipe nationale des Pays-Bas. Ce n'est pas rien, un jeune gardien comme ça. Et il était entraîné par l'ancien gardien de Manchester United, Van der Sar. Voilà, donc ça veut dire que c'est un enfant que, ne serait-ce que le fait qu'il vienne en équipe nationale et qu'il ne trouve pas le temps de jeu, ça le frustrait, mais il n'a jamais dit qu'il ne viendra pas. C'est la gestion calamiteuse de ces SMS, de ces... Pour la CAN, il a dit qu'il préférait garder sa place, confirmer sa place titulaire, consolider sa place titulaire. Oui, mais il faut dire que... Non, il faut dire que Zambo Anguissa a été dans la même logique. Bon, aujourd'hui, on voit que Zambo Anguissa est l'un des meilleurs joueurs de notre équipe nationale. À l'époque, ces gars avaient émis des raisons, et j'étais de ceux
qui ont milité à ce qu'on essaie de les comprendre. On essaie de les comprendre parce qu'ils savaient que même en venant dans cette équipe, il y avait déjà un coach qui avait ses joueurs préférés, donc il devait faire banquette pour rien du tout pendant toute la compétition. Alors il se voit que face à un coach... entraîneur doit bien faire des choix. Je suis d'accord, mais il faut qu'un entraîneur vous donne la sensation de croire qu'avec lui, vous avez aussi vos chances. Mais lorsque vous avez un entraîneur borné qui vous fait croire que vous n'aurez jamais aucune chance, la preuve, au dernier petit couac, on l'a vilipendé, on l'a humilié, on l'a traité vraiment comme... C'est vrai que c'est un enfant, mais on l'a traité comme un moins que rien. Ça a dû le frustrer. Mais je dis, ça c'est une page tournée. Ces enfants sont compétents. Ces enfants sont des Camerounais. Ils jouent au plus haut niveau. Il faut leur faire confiance et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et moi, je pense que lorsque le coach fera son choix, ce sera un choix objectif. Et je vais vous dire, je suis désolé parce que Belinga tient ce discours que ouais, je ne vais plus continuer après le prochain coach. C'est ce genre de coach national qu'il faut à cette équipe. Parce que Belinga, c'est un coach qui a de la personnalité. C'est un coach qui peut mettre un joueur banc de touche par rapport à ses performances. C'est un joueur qui peut gérer les égos des joueurs. Et un coach qui peut gérer les égos des joueurs. Donc, on va en parler. Si on a un coach charismatique, ses égos on va en parler, messieurs. On va marquer une courte pause. On se retrouve juste derrière. Jean joue le ballon, passe à David, lui présent en médaille. Jean passe, il approche David remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui traite un peu, Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà donc, cette liste, elle est connue depuis ce lundi, en matinée, lors de la conférence de presse donnée par Alexandre Belinga. Mais le scénario se dessine depuis le week-end avec la sortie du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football qui a fait des appels à candidature internationale, voilà, pour le poste d'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun après le départ de Hugo Bros, qui est désormais le directeur sportif de Ostende chez lui, en première division du côté de la Belgique. Alors, qui sera le futur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun? Depuis vendredi que la nouvelle de l'appel à candidature lancé est connue, il y a quelques noms qui circulent, notamment celui de l'ancien international français Claude Makélélé. Oui, effectivement, moi j'ai suivi beaucoup de noms. Il y a des gens qui continuent à envoyer leur curriculum. Leur CV. Oui. Mais je me dis toujours qu'il y a toujours un petit problème avec l'équipe disons, cet appel à candidature. Parce que quand on dit que le coach devrait présenter un programme professionnel, moi je trouve que c'est très vilipendé ou bien mettre un peu l'équipe du Cameroun comme si c'était, excusez-moi toujours, d'un pays qui n'est rien. C'est plutôt l'équipe nationale du Cameroun qui devrait mettre un projet et mettre ce projet à la disposition de tous ceux qui veulent postuler pour être entraîneur des Lions indomptables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des défis très immédiats. La Coupe d'Afrique de 2019 qui est là, et aussi la qualification pour la Coupe du Monde de 2022 qui doit être un objectif pour le Cameroun. Vous voyez? Mais au moment où on dit à un monsieur, amenez votre projet, nous allons étudier votre projet, il peut dire que lui, il vient juste pour reformer l'équipe comme les deux précédents qui étaient là, que moi je ne sais pas, et je réitère sur ça. L'équipe nationale A, on n'est pas là pour former les joueurs, on est là pour utiliser ceux qui sont déjà bons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit chercher à s'arrimer, à se bonifier pour pouvoir apporter un plus à l'équipe nationale du Cameroun. Mais est-ce que ce que dit Alexandre Belinga ne détermine pas, ou alors ne démontre pas seulement que parfois du charisme des entraîneurs camerounais? C'est pourquoi je dis bien que Joseph Monté sera tout à l'heure en plateau, parce qu'il faut bien que les entraîneurs camerounais nous disent s'il manque parfois de charisme ou pas. Lorsqu'un entraîneur, il est nommé par intérim, il est dans cette sélection depuis des années, il connaît ses joueurs, beaucoup d'entre eux les a eu en club, il a du cran, tout le monde le sait au Cameroun. Alexandre Belinga n'est pas n'importe qui quand on parle des entraîneurs de football, mais qu'ils disent qu'après avoir assuré l'intérim, il n'est plus prêt à continuer comme sélectionneur de cette équipe nationale. Ça craint quand même. Sylvain, il y a un problème qui se pose avec les entraîneurs du Camerounais, parce qu'ils partent au rabais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on les prend, ils acceptent tout ce qu'on est en train de dire et ils savent
qu'il est là juste pour un temps. Il n'y a personne qui est parti pour dire que donnez-moi la sélection, voilà ce que je veux faire. Vous comprenez? Au moment où ils partent, on a lancé la candidature pour tout le monde, mais certains partent se placer pour dire que effectivement, moi je pense quand même que je ne peux pas être celui-là qui sera choisi. Or, c'est une erreur. Ils devraient plutôt s'impatroniser, s'imposer et dire que eux, ils ont la capacité, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être entraîneur principal de cette équipe. Excusez-moi, je vais vous raconter une anecdote que il y a un entraîneur argentin qui a dit que c'est inadmissible qu'un pays qualifié pour la Coupe du Monde pas prendre un entraîneur étranger. Pourquoi? Parce que quand on va en Coupe du Monde, c'est pour le drapeau. Donc ça veut dire qu'avec le drapeau, quand on chante l'hymne, c'est tout le banc de touche qui doit chanter l'hymne. Ça ne doit pas être comme des Africains là où il y a certains qui chantent l'hymne et le coach principal qui a fait le plan, lui, ne chante pas l'hymne. Donc moi je pense que les entraîneurs camerounais devraient plutôt essayer de s'imposer et de dire aux dirigeants du football camerounais qu'ils sont capables. Mais Christian Mongo, quand on fait la revue des troupes, ils sont quand même nombreux qui ont du talent, la compétence, du métier pour être sélectionneur de cette équipe nationale de football du Cameroun, que ce soit ceux qui sont étrangers. Il y a Stéphane Bauken qui est là aujourd'hui, qui ne le tient pas de loin, il le tient de son père, qui lui aussi a été un international camerounais très talentueux, aujourd'hui l'entraîneur de football. Paul Bauken peut être sélectionneur, peut-être aujourd'hui c'est vrai qu'il travaille beaucoup plus avec les jeunes du côté de la France, mais il peut être ne serait-ce que même adjoint dans cette équipe, pourquoi même pas sélectionner l'équipe nationale de football du Cameroun. Bonaventure John Kep, il a été adjoint, Alexandre Belingaïla, ils sont nombreux qui peuvent prendre les rênes de cette équipe. Oui, Sylvestre, ça c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Il faut dire, je vais dire d'emblée, de prime abord, que je suis foncièrement contre la nomination d'un expatrié à la tête de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui. Parce qu'il faut arrêter ces histoires de croire que, n'est-ce pas, la science infuse vient toujours, n'est-ce pas, des étrangers ou de l'extérieur. Nous avons nos compétences nationales. Si nous ne les mettons pas à l'épreuve, si nous ne leur donnons pas de l'emploi, il faut le dire ainsi, parce que c'est un emploi plein, comment est-ce que nous allons juger de leurs compétences? Comment nous allons savoir qu'ils puissent emmagasiner également de l'expérience? Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes toujours avec des mentalités de coloniser. On croit toujours qu'il y a un sorcier blanc qui soit capable de venir nous sortir sa baguette magique pour manager notre équipe nationale. Et je vais vous dire, nos entraîneurs suivent les mêmes formations que ceux-là. Nos entraîneurs ont les mêmes cursus que ceux-là. Mais dans les pays de ceux-là, nos entraîneurs ne peuvent pas trouver de l'emploi ou des opportunités professionnelles. Mais il y a un pays qui a souvent fait comme le Cameroun, l'Angleterre. Hein, vous savez qu'il y a souvent eu, l'Angleterre a souvent eu pour sélectionneur des entraîneurs d'autres nationalités. Il y a eu Sven-Goran Eriksson qui est suédois, mais qui a été pendant longtemps le sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Angleterre. Je veux bien. On ne va pas prendre un exemple sur tant d'autres. Je vais vous dire qu'il y a la Côte d'Ivoire qui avait pris François Zaoui, je crois. Il y a le Sénégal aujourd'hui qui avait Aliou Cissé, qui est un promotionnaire de Rigobert Song, qui va en Coupe du Monde. Qui va en Coupe du Monde avec le Sénégal. Il y a la RDC, avec Florent Ibenge. Il y avait à l'époque du feu Stéphane Keshi, qui a fait le Mali, le Nigeria, qui a remporté une Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria. Et paix à son âme, aujourd'hui, qui a montré que les coachs africains de la compétence. Il a qualifié le Togo pour la Coupe du Monde. Il a qualifié le Togo pour la Coupe du Monde. Il faut qu'on arrête cette histoire d'aller nous chercher ces chômeurs-là, parce que ces gens, c'est des chômeurs dans leur pays, ils n'ont rien à faire, ils ne sont même pas en activité, ils sont carrément à la retraite et on leur sort de leur retraite, on vient leur donner pour qui 40 millions, 50 millions, 80 millions parce que simplement il a la peau blanche et il aurait un hypothétique CV, n'est-ce pas, de sélectionneur. On a poussé le ridicule à un moment donné jusqu'à ce qu'on a donné notre équipe nationale à M. Denis Lavaille. Vous vous rendez compte, Denis Lavaille, un gars qui sort de nulle part, qui était entraîneur de Coton, il n'a même pas une licence UEFA Pro, on lui donne l'équipe nationale du Cameroun avec les Samuel Eto'o à l'intérieur. Il faut être sérieux. Moi je pense que c'est l'occasion pour le comité de normalisation de taper un grand coup et de nous donner cette équipe à des entraîneurs locaux, des entraîneurs camerounais. Bon, je peux élargir, peut-être africains, mais spécialement camerounais, il y en a plusieurs. Moi, j'ai rencontré Cyril Makanaki à Paris, à la gare Montparnasse.
Cyril Makanaki, qui est entraîneur de football. Je l'ai rencontré il y a 2 ou 3 ans. Jean-Claude Pagal, à Montparnasse. Et j'ai échangé avec lui. Il me disait très bien ceci. Il est d'abord désintéressé de l'équipe nationale du Cameroun. Je lui demandais pourquoi. Il dit parce que ce qui s'y passe les dégoûte. Lui, en tant qu'entraîneur de football, en tant que déjà un joueur de haut niveau de l'équipe nationale du Cameroun, parce qu'il faut savoir qu'il a gagné les Coupes d'Afrique des Nations et le Cameroun. Et il était en quart de finale de la Coupe du Monde. Un joueur pilier qui est aujourd'hui un entraîneur plein, il est en France. Il dit que lui, Cyril Makanaki, même pour rien, entre guillemets, on peut dire, il peut venir apporter un plus à son équipe. Il est désolé qu'on prenne des centaines de millions, on verse aux Blancs avec qui ils ont le même cursus, et eux, les fils du terroir, on ne leur fait pas confiance. C'est pourquoi il est dégoûté. Et c'est pourquoi il a dit les choses de l'équipe nationale du Cameroun ne l'intéressent même plus. Il y a Cyril Makanaki, il y a Patrick Mboma, il y a M. Alexandre Belinga qui est là en ce moment, qui est un coach charismatique. Il y a Baoken que vous avez cité. Il y a Omambi. Ils sont nombreux. Pour moi, Belinga aurait pu être confirmé à ce poste. On n'a pas besoin de lancer un appel d'offres à candidature. C'est le comité de normalisation qui propose, je vais dire, c'est la FECAFOOT qui propose. Mais c'est le processus de recrutement d'un entraîneur pour les je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'au Sénégal, Aliou Cissé ait été nommé et sélectionneur du Sénégal par un appel d'offres. Je ne suis pas sûr qu'en France, Didier Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France par un appel d'offres. Il faut être sérieux. La fédération décide de son choix, elle n'est pas obligée de passer par un appel d'offres, elle décide et elle le soumet au ministère des Sports qui est celui qui paye. Soit-disant qu'en passant que l'employeur de l'entraîneur c'est la fédération camerounaise de football, mais c'est moi au Cameroun, c'est que c'est l'État qui paye cet entraîneur et on entérine son contrat. Monsieur Belinga devrait être confirmé à ce poste et autour de lui on peut lui adjoindre comme si lui n'en veut pas. Avec Aliou Cissé, n'est-ce pas, des Camerounais. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Aliou Cissé, il est entraîneur principal des Lions de la Teranga. Autour de lui, il y a 4 joueurs. Oui. Il y a Lamine Diatta. Oui. Il y a Omar Daf. Il y a Tony Silva. Et je ne sais pas qui d'autre. Mais simplement parce que lui a décidé de faire un team coaching. Non, il avait dit qu'on il est venu avec ses hommes. Exactement, mais c'est que tous, écoutez bien, tous ce sont des joueurs qui ont perdu la CAN contre le Cameroun en 2000. J'ai dit perdu face au Cameroun. Tous ces joueurs-là ont joué en 2002, je vais dire, excusez-moi. En 2002 face au Cameroun. Ces gars ce quatuor qui est à la tête de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui qui va au mondial, était dans l'équipe du Sénégal qui a perdu la Coupe d'Afrique 2002 contre le Cameroun. Et au Cameroun, on trouve que non, on n'a pas de compétences, alors qu'on a des joueurs qui ont joué au plus haut niveau en Europe. Ne serait-ce que le fait que tu étais un joueur de très haut niveau peut faire de toi, peut-être pas un excellent entraîneur, mais au moins un entraîneur qui sait de quoi il parle. Et il y a l'exemple de Zinedine Zidane. Pour moi, par exemple, pour moi, le comité de normalisation devrait envoyer un message clair. Il faut que ce comité donne, n'est-ce pas, du travail à nos compatriotes nationaux. Il faut que ces compatriotes, il est temps qu'ils prennent en charge notre équipe nationale du Cameroun. Et ils ne sont même pas tout à fait chers. Comme Bertrand le disait tout à l'heure. Parce qu'ils n'ont pas de la personnalité. Non, ils ne sont pas tout à fait chers parce que, écoutez, moi, je milite pour que si un expatrié vient imposer ses conditions, il ne faut pas oublier que ces expatriés ont beaucoup de retro-commissions qu'ils versent. Lorsqu'on va lui donner 60 millions, dans les 60 millions, peut-être qu'il en a 30, et ceux qui l'ont parachuté là-bas ont peut-être les 30 autres. Voilà un peu comment ça se passe. Un coach camerounais, aujourd'hui, à qui on peut donner 30 à 40, bon, 10 millions, non, c'est quand même tout petit, c'est quand même peu pour l'équipe nationale. Au moins 30 à 40 millions, aujourd'hui, pour manager cette équipe nationale du Cameroun, je vous assure que ce coach va manager cette équipe et on aura les résultats. D'accord, on va avancer avec le conducteur. Et je dis sincèrement qu'il faut qu'un coach camerounais soit à la tête de cette équipe. On pourra revenir de temps en temps, on va parler maintenant. On a censé de nous ramener des cheveux blancs au Cameroun. On a un conducteur qu'on suit, on va parler maintenant du championnat qui était rendu à sa 7e journée le week-end. Le match entre le Dragon de Yaoundé et Ding Sport de la Ligue qui s'est disputé dans la capitale politique du Cameroun. 2 buts partout. Résumé, Joël Essengé, Aïe Cyril. Pour ce match de la 7e journée du championnat national de football Elite One au stade militaire de Yaoundé, Dragon de Yaoundé et Edinsport de la Léké ont arboré leurs couleurs traditionnelles, à savoir le rouge et blanc pour les Cha-Cha-Cha Boys et le bleu pour le champion du Cameroun en titre. Dès le coup d'envoi, Dragon se lance en attaque. Sur cette action de la 25e minute, le ballon de Efon Fapa heurte la barre transversale et rebondit sur la ligne.
Edinsport conteste, mais l'arbitre reste ferme sur sa décision. 1-0, c'est le score à la pause. On passe des moments difficiles, mais ça va aller, c'est le football, nous sommes des grands garçons, on sait ce que c'est. Voilà, cette phase va passer, je pense que quand elle va passer, on va reprendre les choses en main et ça sera pour la fin. À la reprise, c'est toujours les Cha-Cha-Cha Boys qui contrôlent le jeu. Boni Elamé reçoit une passe à l'entrée des 18 mètres. Il élimine le défenseur et ouvre le plat du pied droit. Poteau rentrant, le gardien d'Edinsport est battu. 2-0 pour Dragon et troisième but personnel pour Boni Elamé dans la compétition. Moi je suis content parce que j'ai pu aider mon équipe à avancer, à marquer ses 2 buts. À 2-0, on croit le match plié que non. Edinsport se ressaisit. L'équipe championne du Cameroun va d'abord réduire la marque avant d'obtenir l'égalisation vers la fin de la partie aux grandes dames des poulains du coach Richard Toa. Je ne suis pas tout à fait content du résultat parce que là on avait la possibilité de gagner ce match avec beaucoup de buts d'écart. Et ce qui s'est fait, c'est qu'à moins de 10 minutes, si on parvient à prendre le 2-1, ça devient un peu compliqué. Mais là, les garçons, ils ont manqué la concentration, n'est-ce pas, pour tenir cette équipe de Djinobu. Mais à 10 contre 1, ça n'a pas été facile. 2 buts partout finalement. Dragon de Yaoundé et Edinsport de la Léquié se partagent les points au terme de la 7e journée du championnat national de football Elite One. On va prendre la réaction de l'auteur du premier but d'Edinsport de la Léquié, Boni Elamé, au micro de 100% foot. Moi je suis content parce que j'ai pu aider mon équipe à avancer, à marquer ses 2 buts. Et d'une part je ne suis pas content. Vous savez, le haut niveau c'est ça. C'est ça le haut niveau, on ne peut pas mener 2-0 et après encaisser deux buts si facilement. Parce que nous on travaille devant pour marquer et derrière qu'on soit solide. Mais c'est aussi une part, c'est ça le foot. C'est ça le foot de haut niveau. Et voilà, Boni Elamé, l'attaquant du Dragon de Yaoundé à Bafoussam, Futur Football Club de Bandjoun, recevait Unisport du Onkam, un duel entre 2 clubs de la région de l'Ouest. Futur Bandjoun, l'actuel leader du championnat de Elite One, ne s'est pas fait prier pour s'imposer sur Unisport du Onkam, 3-2 dans un match plein de rebondissements. Sont les visiteurs pourtant qui ouvrent le score. Le résumé, Dallas Bartechana, Jean-Paul Chugnat. Auréolé de sa première victoire de la saison à l'extérieur, une seule idée trotte dans la tête et l'esprit de toute l'équipe de Futur de Bandjoun durant la séance d'échauffement d'avant-match, à savoir maintenir son leadership sur une autre victoire à domicile face au 3e Unisport du Onkam à cette 7e journée de Ligue 1 au stade Omnisport de Bafoussam. Mais contre toute attente au coup d'envoi, c'est le flambeau de l'Ouest qui ouvre le score de la 6e minute, but du dossard numéro 10, Esaïe Alafi. On prend un but à l'entrée de match sur un coup franc où tout le monde a le dos tourné. Heureusement que Unisport a eu la bonne idée de jouer très rapidement. Malheureusement, il n'y a pas eu ce retour défensif et on a été pris de coup et prendre le premier but. Pris de coup dans leurs intentions d'avant-match, le moral des joueurs de Futur est presque au talon. Ils encaissent un deuxième but à la 9e minute, mais il est refusé pour position de hors-jeu sur cette action. Revenant de loin sur ce coup manqué du 2-0, le capitaine Sadio Sodia et ses coéquipiers tiennent à revenir au score avant la fin de la première manche. Mais la ligne défensive de Futur pêche sur toutes les attaques. À regain de confiance retrouvé, Alim Daouda sur un caviar égalise à 2 minutes de la fin des 45 premières minutes. Les supporters de Futur exultent à l'opposé de la grise mine des fans de l'Unisport du Onkam. Les 22 acteurs partent à la pause sur ce score d'un but partout. On aurait aimé être dans chaque vestiaire pour écouter ce que vont dire les 2 entraîneurs. De retour sur une aire de jeu bien trempée par dame pluie durant la pause, les 22 protagonistes peinent à élaborer le jeu alléchant servi au public à la première mi-temps. Le statu quo durant presque un quart d'heure, un Mikitimi de Futur de Bandjoun réussit le plus difficile mais échoue sur un geste facile
qui aurait donné avantage à son équipe à la 69e minute. Et 4 minutes plus tard, Unisport corrige l'erreur. Frappe sèche de Franklin Hanté à la 73e minute. Les visiteurs mènent alors 2-1. Le cours passé, on a vraiment élaboré le jeu et c'est des trucs qu'on a fait à l'entraînement. Je pense que c'est que le fruit de l'entraînement. Et le deuxième but, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que c'est une erreur défensive. Comme j'ai dit, nous avons le ballon, on ne réussit pas à dégager le camp et Unisport récupère et il faut, avec une intelligence qu'il faut attribuer au jeu de Unisport qui bat notre défenseur et que le ballon se retrouve dans les filets. Depuis les tribunes, le président Feuche fait le show pour secouer ses protégés. Soutien moral payant, le dossard numéro 2, Regan Mukonzo, met le cuir au fond des filets à la 77e minute pour une égalité parfaite de 2 buts partout. Il reste alors 13 minutes à jouer. Franklin Guéa Tchoboumou redonne avantage aux siens, plaquant le ballon plein lucarne à la 82e minute. L'instant est magique et fou pour les supporters de Feuche de Banjoun. Quand je suis tiré le penalty, le corner, j'étais au niveau du coin de penalty et instinctivement, il a fallu que je me dirige au deuxième poteau. Pourtant, à chaque fois, Achouma dit toujours, à chaque fois qu'il veut tirer, je parte au premier poteau. Mais instinctivement, je suis allé au deuxième poteau et ça a fait le but. 3-2 malgré les protestations de la famille Unisport contre l'arbitrage. L'essentiel des 3 points est sauf pour Feuche de Banjoun, qui signe là sa 3e victoire à domicile. On a bloqué le milieu de terrain, maintenant on les a empêchés de jouer dans l'axe et vers les côtés. Ils avaient un côté fort en premier mi-temps qu'on a su neutraliser et je crois que mentalement nos joueurs étaient forts. Mais lorsqu'on est revenu 2 fois et qu'on a réussi à marquer les buts victorieux, on a tenu encore bon. Je crois qu'aujourd'hui c'était le jeu de Feuche qui a démontré des causes capables mentalement, physiquement et surtout tactiquement. Rallant sans cesse sur le quatuor arbitral, Unisport achève la partie sans son coach principal, Sinisa Jovanovic, renvoyé au vestiaire. Et au coup de sifflet final, la colère des supporters d'Unisport tonne sur les arbitres. Ils quittent la pelouse sous escorte policière. Du moins sur ce score final de 3-2, la meilleure attaque de Ligue 1 se réconforte dans son fauteuil de leader à 14 points, alors que le Flambeau de l'Ouest perd 2 places. Désormais 5e au tableau à 10 points. Avec cette victoire, Feuche de Banjoun reste premier de Ligue 1 avec 14 points. Quel beau but, celui de Christian Tchébemou. Franklin Tchébemou, autant pour moi. Hein. Le 3e but de Feuche Football Club de Banjoun. Oui, ça me fait plaisir. Je vous ai vu très heureux parce que vous connaissez bien le poulain. Oui. Franklin Tchébemou, c'est un poulain de l'écurie Crime Management. C'est mon poulain. Et je suis très fier de le voir marquer ce but qui donne la victoire, n'est-ce pas, à Feuche Football Club. Il faut dire que c'est un gars qui est... La saison dernière avait marqué 16 buts en championnat. Il était le 3e meilleur buteur du championnat du Cameroun. Cette saison, il est en train de réciter ses gammes. Je pense que c'est une valeur sûre de notre équipe nationale et de notre championnat national. Et des enfants comme ça pouvaient même bénéficier, ne serait-ce que les encourager, ne serait-ce qu'une présélection ou une sélection à l'équipe nationale du Cameroun. Donc je le félicite et j'espère que nous allons très bientôt, peut-être avec l'aide des partenaires aussi, lui trouver une carrière professionnelle. Et Bertrand, donc c'est aussi ça, jouer sur une aire de jeu plutôt agréable, ça a fait différent de ce qu'on peut vivre au Sénat de Tchang ou encore au stade municipal de Bafon. Sur une pelouse comme celle-là, les joueurs peuvent mieux s'exprimer. Oui, effectivement, c'est ce que moi j'ai essayé de voir tout pendant mon séjour ici, que les équipes s'entraînent sur des terrains vraiment pas très agréables. Excusez-moi, des terrains camerounais. Et maintenant, pour venir jouer sur de très belles pelouses, ce qui fait en sorte que le jeu devient un peu compliqué, un peu décousu. Mais je me dis peut-être qu'avec tout ce que les pouvoirs publics sont en train de faire, ils pourront peut-être essayer d'accommoder déjà ces clubs professionnels de s'entraîner sur de très belles pelouses pour nous donner un bon spectacle et avoir des futurs lions.
À Tchang, l'Aigle Royal de la Ménoire recevait Fovo Football Club de Baham. El Pacha était dos au mur parce qu'il fallait absolument éviter une défaite depuis le début de la saison. Le club département de la Ménoire n'a gagné aucun match, 3 matchs nuls, aucun but inscrit. Les autres 4 matchs se sont soldés par des défaites. L'Aigle Royal de la Ménoire est dernier au classement, battu encore dimanche, 1-0 par Fovo de Baham, Leclerc Tchaken. Chouchouté après le sac du rappel de la Ménoire au tournoi de la fraternité des clubs La Raison du Soleil Cousson, le coach Fania Fanali Fernandez est aujourd'hui vilipendé par un groupe de supporters de l'Aigle Royal qui lui reprochent ses mauvais résultats. En cette sortie, les protégés du président Samuel Domo ont perdu 4 matchs, 3 matchs nuls, 7 buts encaissés contre 0 marqués. Et qu'il l'avis de certains supporters, le mauvais casting est à l'origine de cette contre-performance. Pour d'autres, l'effet que l'Aigle ne marque pas relève d'un problème mystique. En prenant pour exemple la rencontre de la 7e journée contre Fovo Club de Baham, où l'équipe de la Ménoire s'est créée 6 occasions nettes de but contre 3 pour Fovo Club de Baham. L'équipe de la Grotte Sacrée a été plus réaliste grâce à Cédric Platini-Karam à la 38e minute. L'on apprendra par la suite que le coach Fania Luis Fernandez et son adjoint Diki ont été remerciés. C'est désormais le coach Semé qui était en stage et Rodrigue Fodop qui auront la lourde charge de conduire l'équipe de la Ménoire à Yaoundé dimanche contre un autre bleu de la Ligue 1, Yafoot. Enlevé de rideau au Sénagé de Tchon, le fils unique des Bouddhas a été dominé par APG Dofou 1-0. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun 2016 doit son salut à Nelson Nunke, entré en coup de jeu. Il est à noter qu'à la première période, Mohamed Ndam d'APGS s'est payé le luxe de rater un coup de pied de réparation. Et on va écouter David Kemounier, le coach adjoint de Fovo de Baham, et Ndiki, le coach de l'Aigle Royal de la Ménoire, au micro de Leclerc Tchaken. C'est la détermination et aussi surtout sur la dynamique sur laquelle nous nous trouvons et puis la détermination. Et je pense que vous avez vu la différence sur le terrain. Je pense que l'équipe la plus déterminée a gagné le match. Du championnat, on ne peut pas vous dire que l'équipe n'est pas en santé. Actuellement, l'équipe est en santé et raison pour laquelle vous voyez ces victoires que nous avons tous ces jours-ci. Tout ce que je souhaite, c'est que les gars continuent dans la même lancée. Moi, je pense que la faute même, c'est nous. Et si nous n'arrivons pas à marquer des buts, comment voulez-vous qu'on gagne un match de football? Je pense que nous devons encore régler notre travail tactique et demander aux attaquants aussi de se mouvoir. Moi, je pense que dans un match de football, seule la défense sur le but de terrain ne va pas jouer tout un match de football. Bon, nous aussi, on prend des buts sur des erreurs, sur des détails. C'est vrai que nous sommes tellement déçus de tout ce qui nous arrive. Je ne veux pas parler de la nature, je ne parlerai pas de la sorcellerie, mais je dirais que le problème c'est nous devons travailler. Ça, nous devons demander à ces enfants de travailler. Je pense que le mal se trouve au niveau de la qualité des joueurs que nous avons. Je pense que surtout au niveau de l'attaque. Parce qu'on a des joueurs vraiment inspirés pour le pays. Si l'attaque n'est pas inspirée, je pense que le reste, c'est eux qui doivent tirer leur motif en marquant des buts. S'ils ne marquent pas des buts, vraiment, ça se complique. C'est comme ça que nous jouons le match. L'autre match dimanche à Tian a opposé Bambotos de Bouddha à PGS de Fou. Les Mangwa Boys ont été battus 0 but contre 1 par les visiteurs d'APGS de Fou. Oumar Sogba, l'entraîneur de APGS de Fou, qui a retrouvé son banc de touche depuis la 3e journée, est bien évidemment heureux. Par contre, ce n'est pas le cas de Mbongo Charlemagne, l'entraîneur de Bambotos de Bouddha. À un moment donné, les joueurs sont entrés dans un stress, dans un but. La zone sort de 4 matchs nuls, il faut le connaître. Donc c'est pas facile mentalement d'aborder ce match. Aujourd'hui on vient gagner à l'extérieur 1 but à 0. Je crois qu'on a mérité notre victoire. Ça va nous booster certainement pour le prochain match. Mais j'ai admiré la bravoure de mes joueurs aujourd'hui, c'était le plus important. Peut-être collectivement on n'a pas joué comme d'habitude. Déjà le terrain ne s'y prête pas, mais le plus important c'est de prendre les 3 points. Comment avez-vous trouvé Bambotos de Bouddha? Bon, c'est déjà une équipe qui techniquement joue bien. J'ai vu les images de l'homme. On savait qu'on devait chercher un jeu sur là. Aujourd'hui, on a pas de film qui n'était pas dans un bon jour, on n'arrivait pas à le retrouver. Sincèrement, nous avons pensé que nous étions dans un bon moment. Mais nous n'avons pas enchaîné cet après-midi. C'est les mêmes joueurs qui ont joué contre l'idée. Donc cet après-midi, nous n'avons pas pu enchaîner. Je pense que c'est ça un peu le problème des joueurs camerounais. Ils ne savent pas gagner un match, se concentrer, se mobiliser pour répéter les mêmes performances.
fait faute. Zabir remet le ballon en jeu, passe pour Guido qui traite 1, 2, 3 et qui remporte. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Pour les autres résultats de la 7e journée de Ligue 1, on vous parlait en début d'émission de la défaite de l'Union sportive de Douala, la deuxième d'affilée, parce que l'Union a été battue à la 6e journée. Avant cette défaite face aux Astres, 1-0, c'était dimanche, lors de la 7e journée. Défaite également de New Star de Douala devant UMS de Loum. New Star a été battu 0-3 par cette belle équipe de l'UMS de Loum, le Dragon de Yaoundé et Ding. Vous avez vu les images et le résumé de ce match tout à l'heure. Yaoundé Football Club qui affrontait AS Fortuna s'est imposé par 2-1 pourtant. C'est Fortuna qui a ouvert le score au stade militaire de Yaoundé. Il faut noter qu'au classement, Fethiye Bandoune est leader avec 14 points, suivi de Fourou Football Club de Baham, 14 points également. UMS de Loum est 3e avec 13 points. Au bas du tableau, on retrouve l'Aigle Royal de la Ménois, New Star de Douala et le Dragon de Yaoundé. Voilà donc pour ce bas du tableau, Dragon de Yaoundé qui est premier relégable avec 6 points. New Star de Douala a seulement 4 points, mais 2 matchs en moins. Et l'Aigle Royal de la Ménois qui a joué ses 7 matchs n'a remporté, comme depuis le début de la saison, 4 défaites, 3 matchs nuls, aucun but inscrit. Bilan plutôt catastrophique selon les supporters de l'Aigle Royal de la Ménois. La 8e journée de ce championnat Elite One, elle est connue, les affiches sont connues. Coton Sport de Garoua jouera contre New Star de Douala, une belle affiche. Après Coton, après Union Astre de Douala, il y a également cette belle affiche de la 8e journée Coton New Star de Douala. Mamoutos de Bouda va recevoir à Tiant le Dragon de Yaoundé. Unisport jouera contre l'Union Sportive de Douala. Un duel en perspective entre deux clubs qui ont perdu le match de la 7e journée de ce championnat. Elite One, UMS va jouer contre Fethiye de Bandoune, les Astres contre Fouvou et plus en bas, Yaoundé Football Club jouera contre l'Aigle Royal de la Ménois. Est-ce que ce sera l'occasion pour l'Aigle Royal de la Ménois de sortir la tête de l'eau, peut-être la première victoire enfin de la saison pour El Pacha? Des nouvelles du championnat Elite One, 3e journée disputée samedi et Elite 2, autant pour moi, 3e journée du championnat Elite 2 disputée samedi. Belle victoire du Canon de Yaoundé, 2-0 sur la parenthèse sportive de le Kouakoum n'a perdu aucun match depuis le début de la saison. Le Canon de Yaoundé est en tête, première équipe au classement avec 9 points sur les 9 possibles. Peut-être c'est la remontée vers la première division pour le Canon sportif Yaoundé. Quelles ressources nécessaires? Le Tonnerre de Yaoundé a fait match nul contre AS Étoile qui 2 buts partout. C'est la deuxième saison pour le Tonnerre qu'à la club de Yaoundé, mais le retour en première division ne se dessine pas encore pour le club plusieurs fois vainqueur du championnat au Cameroun. Avion du Cam s'est infligé la plus grosse défaite, la plus lourde défaite de cette 3e journée du championnat Elite 2 face à la Dynamo Football Club de Douala, battu 4 buts contre 0. On va également prendre rapidement les combinaisons de la 4e journée de ce championnat Elite 2. Tonnerre de Yaoundé contre Avion d'Uncam, une belle affiche. Renaissance de Ngomou joue contre la Panthère Sportive d'Undé. Racing contre Bamboulé FC de Cambé. Lyon blessé de Fotoni affronte le Canon Sportif de Yaoundé, décidé à ne perdre aucun match, surtout lors de la phase allée de ce championnat. Elite One Dynamo sera face à Cosmos Football Club du Mbam. Voilà pour le championnat Elite 1. D'abord, ensuite le championnat Elite 2. Et on remarque Bertrand Don et Christian Bongo que ces joueurs qui disputent ces deux championnats ne figurent pas sur la liste d'Alexandre Bellinga. Ça s'explique? Oui, effectivement, c'est ce que moi j'ai toujours dit que ceux qui sont à la charge du championnat Elite du championnat professionnel de la Ligue professionnelle de football du Cameroun, il manque un peu le coach. Il devrait à tout prix imposer pour essayer, disons, de promotionner, de faire la promotion. Comment ils doivent imposer disons, à ceux qui sélectionnent... Mais après tout, le coach, il est libre dans ce non. Ça doit revenir sur ça pour faire la promotion du championnat local, de prendre au moins 3 joueurs du championnat local. À savoir, on laisserait peut-être ceux qui sont plus performants qu'eux en ce moment. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait des joueurs. J'ai vu lors de la dernière journée, on a donné le meilleur joueur du championnat
c'était le joueur d'Eding. Et peut-être pour le sélectionneur, le meilleur joueur du championnat ne vaut peut-être pas le dernier, hein, de ceux qui l'a fait venir de l'Europe et d'ailleurs. Tout c'est discutable parce que c'est le championnat du Cameroun. On devrait à tout prix avoir au moins un joueur du championnat local pour faire la promotion du championnat local, que ce soit en élite 1 ou bien en élite 2, dans la liste des 23 des Lions indomptables. Christian Bongo, si on reconnaît qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux dans ce championnat de première division et même deuxième division au Cameroun, leur non-convocation, leur non-sélection, leur non-convocation peut s'expliquer par la qualité très en deçà de la moyenne de ce championnat. Il faut que je précise qu'au Cameroun, les joueurs camerounais sont des génies. Ça, je le dis en toute connaissance de cause. On a beaucoup de joueurs de génie. Mais simplement, ce sont des enfants qui ont la malchance ou le malheur d'évoluer dans un pays où les structures ne les mettent pas dans des conditions idoines pour faire éclore ce génie et être de grands footballeurs. Au-delà du fait qu'il faille effectivement, pour susciter, n'est-ce pas, l'engouement local, appeler quelques joueurs, les meilleurs de notre championnat local dans l'équipe nationale du Cameroun, ce qui serait une juste récompense. Au-delà de ce fait-là, il faut que ceux qui dirigent notre football mettent une politique de financement qui faille que nos joueurs soient mis dans des conditions optimales pour bien faire le métier qu'ils ont choisi d'apprendre et d'exercer le football. Nos joueurs sont maltraités au Cameroun. Ils n'ont pas de salaire pour certains. Des fois, ils jouent, comme vous voyez là, sans prime de signature. Bertrand le disait tout à l'heure, d'aucuns s'entraînent sur de la latérite pour aller jouer sur des terrains gazonnés. Ils sont mis dans des conditions pas possibles. Mais j'aimerais dire que pourquoi on gagnerait à appeler les joueurs. Cette fois-ci, je peux comprendre M. Bellinga parce que peut-être le championnat camerounais n'est qu'à sa 7e journée. On espère que plus tard, lorsqu'on sera à 10, 15, 20 journées, il pourra donner la chance à quelques-uns. Mais sachez que lors d'un match de football, il n'y a que 14 joueurs qui jouent. Donc même les professionnels que vous ramenez pour un match de football, il n'y a que 14 qui jouent. Donc les autres sont venus pour rien. Et ces places pour rien là peuvent être pour certaines dévolues aux joueurs locaux qui viendront apprendre au moins l'ambiance dans la tanière. Ça ne ferait du mal à personne. Et lors d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde, sur 23 joueurs, vous verrez que peut-être au plus il y a 18 qui vont jouer l'ensemble, 16 à 18 qui vont jouer l'ensemble de cette compétition. Mais les autres qui sont des professionnels malgré tout finiront cette compétition sans la moindre minute. Pourquoi ne pas donner de la chance justement aux joueurs locaux pour venir jouer de cette expérience-là? C'est pourquoi moi je suis parfaitement d'accord que dans toute sélection nationale, il faut appeler les meilleurs de nos joueurs locaux pour susciter, pas fort. Ils peuvent aller même prendre leur place, hein. On ne peut pas savoir. Un génie peut éclore même dans la gadoue, comme nous sommes en train de le... Mais vous me donnez l'occasion de lancer un appel au président des clubs au Cameroun. Premièrement, il faut que ces gens cessent d'être des négriers. Secondement, carrément. Secondement, il faut que lorsqu'ils ne peuvent pas, comme on dit au quartier, il faut qu'ils laissent. Parce que vous ne pouvez pas prétendre encadrer les enfants. Vous ne pouvez pas vouloir qu'ils vous donnent les performances aussi importantes. Vous ne pouvez pas vouloir qu'ils gagnent des matchs. Mais ces mêmes enfants, vous n'arrivez pas à les prendre en charge ou à les donner le minimum pour survivre. Parce qu'au Cameroun, les joueurs survivent. Ils ne vivent pas, ils survivent. Et je vais vous dire, il y a beaucoup aujourd'hui que malgré le fait que nous sommes à cette journée du championnat, n'ont pas encore reçu le moindre franc pour pouvoir vivre décemment. Je pense que les présidents m'écoutent. S'ils veulent être sérieux, il faut qu'ils apprennent à prendre en charge leurs joueurs et qu'ils apprennent à respecter leurs engagements. Parce que vous ne pouvez pas faire jouer les enfants d'autrui avec de la famine et vous espérez qu'ils vous produisent du spectacle. C'est pourquoi je vous dis que les joueurs camerounais sont des génies. Il y en a qui vont jouer là-bas et alors que la veille, ils n'ont pas correctement mangé. Il y en a qui vont jouer et après le match, peut-être qu'ils vont manger du beignet haricot pour la récupération. Mais 3 jours après, comme ça se joue mercredi, dimanche, il faudrait qu'on leur demande d'aller encore jouer. Mais ils jouent. Et les gens sont surpris pourquoi il n'y a pas de spectacle, pourquoi c'est haché. Parce que nous sommes dans un amateurisme criard et les gens se complaisent dans cet amateurisme-là. Ils ont juste le titre de ce que nous sommes à la tête des clubs et puis on est responsable de clubs et on s'en fout. Entre-temps, les premiers responsables que sont les joueurs ne sont pas pris en considération. Est-ce que le vrai problème n'est pas en amont l'organisation de ce football? Le vrai problème est au niveau du sponsoring même du championnat camerounais. Le Cameroun est l'un des rares pays où
les administrateurs de football, ligue professionnelle, fédération, gagnent 110 fois plus que les principaux acteurs que sont les joueurs. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas que un président d'une fédération ou un secrétaire général d'une fédération ou un simple responsable informatique ou de la communication d'une ligue professionnelle a un salaire 5 fois supérieur ou 10 fois supérieur à celui d'un joueur de football. Ça n'existe presque nulle part ailleurs qu'au Cameroun. Et ça, effectivement, il va falloir que ça s'arrête et qu'on mette véritablement des contraintes à ces clubs-là, que si vous n'avez pas un budget de fonctionnement suffisamment acceptable pour manager votre équipe de football, vous ne jouez pas à la division qui vous est dévolue. Si vous ne pouvez pas gérer une équipe en première division du Cameroun, on vous renvoie en 3e division parce que vous n'avez pas le budget pour ça. C'est ce qui se passe partout en Europe. Il y a aussi un problème. Il y a des équipes qui ont 70 joueurs, hein, comme moi j'ai remarqué. Je suis d'accord. La fédération... Voilà, merci. La limite, c'est 30 joueurs. C'est 25-30 joueurs par équipe. Alors, merci à vous, Christian Bongo, d'être venu ce soir. Merci Sylvestre, vraiment c'est dommage que cette émission soit finie, on a tellement à dire. Merci. Et je suis très fier d'avoir rencontré mon ami Bertrand sur ce plateau. Le monde est très petit, c'est quelqu'un qui fait son chemin en Turquie, je le félicite de tout ce qu'il fait et j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer. Et merci à vous, merci à tous les auditeurs des téléspectateurs. Merci Sylvestre de m'avoir donné un petit temps pour pouvoir m'exprimer. Merci à toutes les équipes techniques autour du réalisateur Amos Fongor, toute cette grosse équipe qui m'accompagne ce soir. N'oubliez pas, lundi prochain nous serons encore là. S'il plaît à Dieu, et certainement il lui plaira lorsqu'il sera 20h45. Au revoir.